Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture où on va encore parler de fantasy, puisqu'il faut que je vous parle de toutes mes lectures de fantasy. Normalement, si tout s'est bien goupillé, c'est le deuxième point lecture que vous voyez cette semaine. J'espère que ça faisait pas trop et que ça vous a pas trop étouffé. Je vais essayer d'aller vite, celui-ci devrait être plus rapide que celui de lundi, si j'arrête de bavarder pour rien. Donc on y va. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de La quête des Willan de Pierre Bottero, donc le tome 1, D'un monde à l'autre, aux éditions Rajo. Donc pour moi, cette saga, c'est une totale découverte. J'en ai beaucoup entendu parler. Et du coup, je m'étais dit qu'il était peut-être temps que je m'y mette. Alors je sais pas si vous connaissez l'histoire, enfin si tout le monde la connaît, puisque moi je ne la connaissais pas, j'avais réussi à passer à travers les mailles du filet. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'avais réussi. Donc on suit Camille, et Willan, qui un jour découvre qu'elle a la capacité d'aller dans un autre monde, et qu'elle appartient finalement à ce monde-là, qui est plein de magie et d'êtres différents. Je vais pas aller plus loin au niveau du résumé, parce que je risquerais vraiment de spoiler sans m'en rendre compte, ce serait fort dommage. De toute façon, je pense que quasiment tout le monde sur Booktube, YouTube a lu ce livre, sauf moi. J'avais énormément d'attentes sur ce roman. Et j'avoue que j'ai été fortement déçue. Je ne dis pas que je n'aime pas, je dis juste que ce premier tome n'était pas du tout à la hauteur de mes attentes. Alors je vais continuer parce qu'en plus après la quête des Willan, il y a le monde des Willan, donc une deuxième trilogie, et ensuite il y a Elana. Et j'ai très envie de lire les livres qui se rapprochent à Elana, puisqu'on voit déjà Elana vite fait dans ce tome-là, et j'ai très envie de la découvrir plus. Alors je suis déçue, mais en même temps je me dis que c'est un tome 1, c'est introductif, que voilà, l'auteur nous met bien en place l'univers, nous crée tout ça, donc c'est plutôt cool. Je pense que si je l'avais lu à 12 ans, j'aurais juste été complètement dingue de la saga. Aujourd'hui, avec du recul et avec toutes les lectures que j'ai déjà faites sur le sujet, forcément, voilà, il m'en faut plus pour m'étonner et me surprendre. Maintenant, je pense continuer, en tout cas, je vais essayer, je vais lire le tome 2 pour voir ce qu'il en est, et en fonction du tome 2, je verrai vraiment si je persévère au niveau des Willan ou si je passe direct à Elana en fait. Voilà, mais voilà, j'ai réussi à le lire, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il est dans ma palle et que je me dis qu'il faut que je le lise. Il est sorti de ma palle, donc je suis très contente. Voilà, donc je tenterai le tome 2, puis on verra bien ce qui se passe. Je vais vous parler de La voleuse de secrets de Brenda Drake, chez Lumen, donc qui est un tome 1, qui m'avait été offert par Marie, donc encore merci à toi Marie. Ça faisait quelques temps déjà que j'avais très envie de le sortir de ma palle et je prenais jamais le temps. Et là je me suis dit allez crotte, on y va. Et en plus au sens large du terme ça peut entrer dans la fantasy, donc je l'ai mis dans le challenge. Dans cette histoire on suit Gianna qui un jour va découvrir qu'elle appartient pas à notre monde en fait, tout simplement, qu'elle n'appartient pas à notre monde, qu'elle a été élevée par un homme qu'elle appelle Pop, qui est son beau-papa, et sa grand-mère, puisque sa maman est décédée quand elle était jeune, mais qu'en fait ce n'est pas sa vraie famille, et qu'elle appartient à un autre monde, et qu'elle appartient à l'univers des sentinelles et des magiciens, etc. Et surtout qu'elle a un rôle très particulier parce que c'est un personnage très particulier. Elle va découvrir ça un jour où elle va, sans faire exprès, trouver un livre ouvert dans une bibliothèque, trouver un papier, lire ce qui est écrit sur le papier, et là, pouf, elle et ses deux potes vont être aspirés par le livre et se retrouver à l'autre bout du monde. Voilà, dans une autre bibliothèque. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Moi, sincèrement, je ne savais absolument pas, mais alors absolument pas de quoi parler ce roman. Voilà, je savais pas. Et du coup j'ai trouvé ça plutôt agréable, j'ai bien aimé. Par contre faites attention, n'allez pas voir sur Livre Addict parce que je me suis fait avoir. Ne lisez surtout pas les commentaires des gens parce qu'il y a plein de spoils. Voilà, je tiens à le dire quand même. Dans les commentaires on nous annonce des trucs, j'étais en mode ah non mais non mais non. Voilà, donc on est spoilé de ouf, hein. Merci les gens qui spoilent dans les messages, hein, genre t'as balancé qu'il y a quelqu'un, je sais pas, que quelqu'un meurt, que quelqu'un ressuscite, que voilà, des choses comme ça ne se fait pas, hein, on fait pas ça les gens, voilà. Bref. Donc oui, je ne savais absolument pas de quoi parler ce livre. J'avais vu des critiques plutôt acerbes le concernant. Personnellement, j'ai vraiment aimé, quoi. J'ai vraiment passé un super moment. Alors oui, la plume est pas extraordinaire, oui, c'est pas hyper novateur. Parfois, c'est un peu brouillon entre les sentinelles, les magiciens, les méduses, les ceci, les cela. Il y a des moments, j'étais en mode, ouh, on recommence. Il y a ce côté peut-être un peu brouillon parfois. Gia, je l'ai pas trouvé forcément plus agaçante que ça. On sent qu'il y a peut-être un triangle amoureux qui va arriver dans les tomes d'après.
peut-être. Mais moi j'ai passé un bon moment de lecture, c'était vraiment chouette. Par contre ça me fait tellement penser à The Mortal Instrument, non mais vraiment, c'est-à-dire que la meuf, voilà pareil, elle découvre qu'en fait elle vient d'un autre univers, qu'elle a un rôle très important, qu'elle est l'élu, qu'elle va devoir combattre le mal, c'est exactement la même chose en fait, c'est-à-dire que, voilà, sauf que là on est dans des bibliothèques. D'ailleurs, on sait pas trop pourquoi, mais on est dans des bibliothèques, voilà. Ça n'empêche que j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé ça très chouette. Les personnages m'ont pas agacé, voilà, il y a des révélations, c'est hyper rythmé. On rentre dans le vif du sujet hyper rapidement, il n'y a pas de perte de temps. J'ai trouvé ça vraiment chouette, voilà, j'ai passé un chouette moment, je lirai le 2 avec grand plaisir, surtout que le 3 sort en juin. Et je pense que je vais pas la faire traîner parce que par contre, si je la fais traîner, je la finirai jamais, ça par contre c'est sûr. Donc il faut que je les enchaîne, je pense que je vais m'en faire un par mois, donc je vais me procurer le tome 2 pour le mois de juin, de façon voilà, à m'en faire un par mois, parce que si je la laisse traîner c'est mort. Je trouve l'objet livre, je veux dire, assez joli quand même. Et non, c'était vraiment une chouette lecture, donc je suis très contente de l'avoir lu. Et voilà, faut juste pas s'attendre à un truc extraordinaire. Mais c'est vrai que comme moi je m'attendais, avec tout ce que j'avais lu sur le sujet, je m'attendais à un truc complètement... Voilà. Ah bah du coup j'ai été super agréablement surprise et ça fait du bien. Et voilà, c'était ma petite lecture du week-end et j'ai passé un super moment. Donc voilà. Je vais vous parler du tome 2 de La part des ombres de Gabriel Katz. Donc je vais pas pouvoir vous dire grand chose parce qu'alors là ce serait du spoil intensif, hein. Ça finit La part des ombres, je suis sûre qu'il y aura autre chose dans l'univers, c'est pas possible que ça s'arrête. On reparle beaucoup d'Aeternia, on reparle de beaucoup de choses. Alors les 2 tomes d'Aeternia avaient été des vrais coups de cœur, le tome 1 de La part des ombres a été un vrai coup de cœur. Le tome 2 n'est pas un coup de cœur. Voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais ce n'est pas un coup de cœur. Par contre j'ai surkiffé la fin, je trouve la fin, mais alors, voilà. J'ai adoré, j'ai juste adoré, et pour une fois, Gabriel Katz nous met un personnage féminin, pas celle à laquelle tout le monde pourrait penser d'ailleurs, mais il nous met un personnage féminin qui est loin d'être conne, et qui arrive à embrouiller tout le monde, et ça c'était bon quoi. Ça j'ai bien aimé. Non, c'était vraiment chouette, ça se lit super bien, on est encore dans cet univers, voilà, avec Desmeon qui est juste mon personnage chouchou, que j'adore Desmeon, c'est un truc de ouf. On n'est pas non plus, c'est ça que j'aime bien je pense dans les univers de Gabriel Katz, c'est qu'on n'a pas ce personnage avec le complexe du héros, vous savez, genre il faut sauver le monde, je suis le plus fort, je vais aider tout le monde. Non, là les héros ils pensent un peu à leur gueule d'abord, hein. C'est-à-dire qu'ils veulent bien t'aider, mais déjà moyennant pépétos, hein. Et puis quand ils sentent que ça commence à être un peu tendu du slip pour eux, ils se barrent, hein. Ah bah non, j'ai rien dit, je m'en vais, salut. C'est un peu ça. Et j'aime bien en fait, parce que je trouve ça vachement plus réaliste en fait. Il y a quand même très peu de gens qui ont ce complexe du héros, hein. Voilà. J'ai hâte d'avoir d'autres romans dans cet univers que j'affectionne particulièrement. J'ai eu un blanc là, un bug. Je vais pouvoir terminer maintenant Le Puits des Mémoires, que j'aurais dû finir avant mais que j'avais pas envie. Enfin bref, voilà. Donc je vous le redis pour tous ceux qui m'ont encore posé la question, si vous voulez les lire dans l'ordre, il faut d'abord lire La Maîtresse de Guerre, ensuite la trilogie du Puits des Mémoires, ensuite Aeternia et ensuite La part des ombres. C'est dans ce sens-là qu'ils ont été écrits, c'est dans ce sens-là que normalement, voilà, vous découvrez les personnages. Personnellement, j'ai commencé par Aeternia, j'ai ensuite lu La Maîtresse de Guerre, puis Le Puits des Mémoires, et ensuite La part des ombres. Voilà, et sachant que Le Puits des Mémoires, je n'ai pas fini. Mais ça m'a pas gêné et voilà, ça m'a pas gêné en fait. Il y a un personnage dans La part des ombres qu'on retrouve qui appartient à l'univers du Puits des Mémoires, alors peut-être que ça peut spoiler un petit peu. Du coup, oui. Essayez de les lire dans l'ordre si vous pouvez. Maintenant, sincèrement, si vous accrochez pas avec certains titres, vous pouvez très bien commencer par Aeternia, parce que c'est une bombe Aeternia, il faut vraiment aller lire Aeternia, et vous pouvez enchaîner par La part des ombres, vous serez pas vraiment perdu, parce que les personnages qu'on retrouve dans ceux-là, on nous fait un petit résumé, hein, on nous dit qui ils sont. Voilà, donc toujours une couverture à se taper les fesses par terre. C'était une super lecture, j'ai adoré, et j'aime toujours autant les univers de fantasy de Gabriel Katz. Voilà. Donc je vais vous parler du dernier tome de Meg Corbin, donc Carte Ivoire, de Anne Bishop. Donc c'est le tome 5, a priori le dernier, je crois.
bon bref, j'ai adoré comme d'habitude. Alors il y a un truc qui commence par contre un petit peu à m'agacer avec la saga Meg Corbin, malgré le fait que c'est une saga d'urban fantasy que j'affectionne particulièrement. Je commence à être un petit peu lassée du fait que le départ est toujours très lent, c'est-à-dire qu'on est toujours sur des romans qui font à peu près 500 pages, et je trouve toujours que les 200 premières pages, on se traîne quoi. On est vachement dans de l'introspection, dans de l'échange, dans de la mise en place de situations, et ensuite ça bam. Mais voilà, je trouve que au bout d'un moment, les 200 pages qui traînent, ça commence à être un peu beaucoup, surtout quand c'est comme ça dans 5 tomes en fait, voilà. Par contre, l'autrice nous fait des rappels aux autres tomes de façon assez intelligente, je trouve, ce qui fait qu'en fait on n'est pas perdu. C'est-à-dire que même si vous laissez passer pas mal de temps entre les deux tomes, vous serez pas perdu, parce qu'elle arrive vraiment à nous rappeler vraiment ce qui s'est passé avant sans qu'on se perde. Ça reste tout de même une de mes sagas Bitlit Urban Fantasy chouchou, j'adore. Donc pour ceux qui ne connaissent toujours pas, on est dans un univers où finalement les êtres surnaturels dominent un petit peu, c'est un peu les chefs. Hein. Il y a différentes espèces, il y a différents niveaux, différents grades, et il y a les humains à côté, et en fait les êtres non humains autorisent les humains à vivre sur leur terre, moyennant certaines choses, et les humains commencent un peu à se rebeller, ça part un peu en cacahuète depuis plusieurs tomes, parce qu'il y a un groupe qui veut virer en fait les non-humains, hein, et ça part un peu en cacahuète, là ça commence un petit peu à se bastonner dans tous les sens, c'est un peu la guéguerre, hein, voilà. Et au milieu de ça, on a Meg Corbin qui est une prophétesse de sang, qui en fait avait été, au tout début de l'histoire, qui était retenue prisonnière d'une société voilà, de personnes, hein, d'humains, qui se servaient d'elle pour gagner de la thune, hein, tout simplement. Donc en gros, il suffit qu'elle se coupe pour qu'elle elle puisse émettre des prophéties. Donc en fait, au début, elle se faisait exploiter, elle vivait dans un centre où des gens demandaient une prophétie. Elle avait pas le choix, elle devait se couper, sauf qu'en fait, elles ont un nombre de coupures limité, au bout d'un moment, elles finissent par mourir. Meg Corbin s'est échappée de ça et a trouvé refuge dans l'enclos de Lakeside, je ne sais jamais. Bref, et en fait, depuis elle vit avec des loups-garous, des ours-garous, des corbeaux-garous, ça n'existe pas, mais vous voyez ce que je veux dire, et elle continue à avoir des prémonitions, etc. Donc voilà, c'est un univers qui est vraiment très complet, avec beaucoup d'êtres surnaturels. Vraiment, c'est ça que j'aime en fait, c'est qu'on n'est pas juste dans, on a le vampire, on a le loup et basta. Là, on a de tout quoi les gars, on a de tout, on a les élémentaires, on a de tout. Et les vampires, ils se transforment en brume. Alors ça j'adore, parce que pour moi c'est le vrai mythe du vampire. Voilà, j'aime vraiment profondément cette saga, je vous la recommande de tout cœur. Maintenant, si vous cherchez une saga où ça bouge tout le temps, c'est pas pour vous, parce que c'est un rythme quand même assez lent. Il se passe toujours des trucs de psychopathe, hein, mais on est quand même vachement dans... Voilà, c'est un rythme lent, moi j'aime, mais je peux comprendre que certaines personnes n'accrochent pas à cause de ça, donc je préfère vous prévenir. En tout cas, si vous le sentez, commencez cette saga, c'est une pépite en urban fantasy, et il faut que je découvre d'autres titres de l'autrice d'ailleurs. Voilà. Je vais maintenant vous parler de La couleur du mensonge de Erin Butty, chez Lumen Édition, que j'ai juste adoré, franchement, j'ai adoré ce roman, c'était génial. Alors, on suit une jeune fille qui s'appelle Sage Fowler, qui est élevée en fait par son oncle, parce que elle a plus ses parents tout simplement. On est dans une société où en fait les mariages c'est quelque chose d'important, puisque finalement c'est ce qui assied le pouvoir et les fortunes, un peu comme avant à l'époque des rois, hein, tout simplement. Et en fait son oncle aimerait bien la marier, donc il l'emmène chez la marieuse, qui est la plus grande marieuse du coin où elle habite, hein. Sauf que Sage, elle a pas du tout envie de ça, donc le rendez-vous va très mal se passer. Sauf qu'on va lui faire une proposition, la marieuse va lui proposer de la prendre comme apprentie. Alors au début, Sage, ça l'intéresse pas des masses, sauf qu'en fait, elle va vite comprendre que c'est aussi un délire, d'obtenir sa liberté, en fait. Donc elle va accepter. Et elle va partir, elle va être formée donc par la marieuse, et elle va partir... très loin, à l'autre bout du royaume, parce que il y a le Concordium, donc en fait ça va être la grande foire au mariage en gros. Donc la marieuse a sélectionné un certain nombre de femmes, et elle va les emmener au Concordium pour qu'ils soient choisis et qu'il y ait des accords pour des mariages. Ouais, c'est la foire à la femme, quoi. C'est un peu... Voilà, c'est le sentiment que j'ai, moi. Et
Donc elle va partir, sauf que la Marius ne veut pas que tout le monde sache que Sage ne fait pas partie du cortège de ces femmes, donc elle va lui demander de se faire passer pour quelqu'un d'autre, donc pour une potentielle femme à marier. Ils vont être escortés par un groupe de soldats, parce qu'il y a quand même si il y a la paix dans le royaume, on sent quand même qu'il y en a certains qui essayent de récupérer le pouvoir. Il y a toujours, de toute façon dans les univers comme ça, vous avez toujours un jeu de pouvoir et des gens qui veulent piquer le pouvoir à d'autres, hein, donc on est vraiment là-dessus. Et en fait j'ai adoré ce livre parce qu'on est dans des jeux de dupes constamment. C'est-à-dire que les soldats vont se rendre compte que cette femme, la Sage, elle est particulière et elle n'est pas comme les autres prétendantes. Donc ils vont demander à un des soldats de sympathiser avec elle pour l'espionner et savoir pourquoi elle est tout le temps en train d'écrire dans un journal, ce qui se passe en fait. Et en même temps la Marius va demander à Sage de se rapprocher d'eux pour voir s'il y aurait de potentiels soldats à marier. Du coup tout le monde s'espionne, on sait pas qui est espion qui est ceci, qui est cela, et c'est super sympa. On a toujours ce truc des deux peuples qui s'affrontent et de personnes qui veulent retourner le pouvoir. On se rend compte de l'importance en fait des mariages arrangés dans ce roman, dans le sens où vraiment c'est quelque chose qui offre du pouvoir, c'est-à-dire que épouser la fille du duc Intel va te donner le pouvoir des terres du duc machin, etc. C'est vraiment super intéressant. J'essaie de rester assez évasif sur le résumé parce que moi je n'en connaissais absolument rien et du coup j'ai adoré le découvrir. Pour moi c'est du même acabit que The Curse, sauf que The Curse c'est pas terrible et que ça c'est vachement bien. C'est le sentiment que j'ai en fait. J'ai beaucoup aimé pareil le personnage de Sage, qui est une femme forte, qui est une femme très intelligente, mais vraiment très intelligente, et j'adore quand les romans nous mettent une femme intelligente, surtout dans du young adult, quand on nous met une femme très intelligente, j'aime beaucoup, donc là elle est très intelligente. Elle sait aussi un petit peu se battre parce qu'elle a été élevée par son père qui était fauconnier, et du coup elle a beaucoup vécu dans la forêt, mais elle sait pas se battre dans le sens où voilà, un peu comme ce que je vous disais lundi, elle est pas avec son épée genre salut, je suis Zoro quoi. Non, elle est juste, elle sait se débrouiller en fait, voilà, elle sait se démerder toute seule, elle a pas besoin d'un homme, elle a pas besoin de ça, et c'est marrant en fait, c'est assez cocasse parce que c'est un univers où les hommes n'ont pas l'habitude de ça, mais finalement ça va plaire. Alors si vous n'aimez pas les romances, n'allez pas là-dedans parce qu'il y a une romance, mais contrairement à d'autres sagas young adult, donc notamment celle dont je vous ai parlé lundi, je trouve pas que la romance soit étouffante. Alors elle est là, elle est au cœur de l'histoire, mais elle est pas étouffante parce que finalement le jeu de dupes, de mensonges, d'espionnage prend le dessus et on est vraiment là-dedans en fait. Est-ce que un tel va être grillé? Est-ce que finalement c'est un traître? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Je trouve ça super intéressant. Je l'ai littéralement bouffé, j'ai hâte d'avoir la suite, vraiment j'ai hâte d'avoir la suite, et voilà. Par contre ce qui est cool, je crois que je vous l'ai dit dans un vlog, c'est qu'en fait ce livre se termine, voilà, on a une fin, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas continuer, vous n'êtes pas obligé de continuer, c'est-à-dire que l'intrigue, une des intrigues de ce tome-là est finie. Maintenant on sait, parce que à la fin on nous propose autre chose pour ouvrir sur un deuxième tome, on sait qu'il va y avoir autre chose. Mais finalement, on pourrait très bien s'arrêter là. Moi j'ai envie de continuer parce que j'ai envie de connaître encore, enfin, j'ai envie de rester un petit peu dans cet univers et avec les personnages, mais on pourrait se contenter de ce tome 1. Pour moi, on peut vraiment se contenter de ça. Voilà, et ça j'aime bien. J'aime bien parce que les cliffhangers, c'est bien, trop de cliffhangers, non, c'est trop. Trop, c'est trop en fait. Voilà. Donc si vous l'avez pas encore sorti de votre palle, bah n'hésitez pas. Ne faites pas comme moi j'ai attendu. Et finalement, bon bah je me suis lancée. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ces livres qu'on voit tourner partout et voilà, une fois sur deux je suis très déçue. Je suis contente de ne pas l'avoir été pour celui-ci et j'ai hâte du coup d'avoir la suite. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Donc on était encore vachement dans de la fantaisie, hein, forcément. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous intriguent, si certains vous font envie. N'hésitez pas à échanger avec moi, à me donner des idées de livres qui pourraient ressembler à ceux que je vous ai présentés. Si vous connaissez d'autres sagas d'urban fantasy qui sont un petit peu dans la même veine que Meg Corbin, n'hésitez pas à me les suggérer, vraiment. J'espère que je vous ai fait découvrir des choses, j'espère que je vous ai intrigué sur certains titres, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, voilà. Je vous remercie comme d'habitude du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir pris du temps pour ça. Et voilà, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!